Durant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, alors que le Troisième Reich s'effondrait sur les fronts et que les villes allemandes étaient réduites en ruines sous les bombardements, un paradoxe difficile à ignorer se produisit. Au milieu de cet effondrement, une course technologique aussi désespérée qu'ambitieuse s'accéléra. Les dirigeants nazis ont opté pour les Wunderwaffen, les armes miracles, non seulement comme promesse de propagande pour soutenir le moral des troupes, mais aussi comme une véritable tentative de changer le cours de la guerre grâce à des avancées techniques qui compenseraient leur infériorité matérielle et humaine. De cette urgence sont nés des prototypes qui semblaient arrachés à un futur improbable, des intercepteurs à propulsion fusée, des ailes volantes à signature radar réduite, des systèmes de lancement vertical, des planeurs à grande vitesse et des concepts de vol à la frontière entre l'aéronautique et l'astronautique. Nombre de ces projets ne se sont jamais concrétisés en unités opérationnelles. Certains sont restés à l'état de maquette, d'autres ont à peine atteint la phase de test, et plusieurs ont finalement été détruits ou cachés par leurs créateurs lors de l'effondrement du Reich. Cependant, leurs plans, composants et prototypes ont survécu suffisamment longtemps pour devenir du butin technique. Après la guerre, les Alliés, notamment les États-Unis et l'Union soviétique, ont fouillé les laboratoires, les tunnels, les hangars de fortune et les usines dispersées pour récupérer tout ce qui était possible. Documents, pièces détachées et ressources humaines. Il ne s'agissait pas simplement de curiosité, c'était un transfert stratégique de connaissances qui allait alimenter l'ère d'après-guerre et la rivalité technologique naissante qui allait suivre. Dans cet univers de projets extrêmes, on trouve des complexes terrifiants comme Der Riese, un arsenal souterrain inachevé où des prisonniers mouraient au travail, ou la tanière du loup, un bunker spécial destiné à protéger Hitler. D'autres projets monstrueux, tels que les Tesseract nazis et la bombe à uranium ou un bombardier suborbital, auraient pu changer le destin du monde. Parallèlement à ces idées macabres, apparaissent des avions expérimentaux qui promettaient de donner aux Allemands un avantage sur le champ de bataille, tels que l'Ortenho 229, l'aile volante conçue pour maximiser la vitesse et la portée, tout en réduisant sa détection radar, ainsi que d'autres avions, comme l'américain Brewster Buffalo, que les nazis ont volé pour l'améliorer, ou le mystérieux OVNI du Troisième Reich, Die Glocke, Silbervogel, l'avion suborbital du Troisième Reich. À la fin des années 1930 et au début des années 1940, tandis que le monde assistait avec horreur à l'avancée fulgurante de la Wehrmacht à travers l'Europe, dans les recoins les plus secrets du régime nazi, un groupe d'ingénieurs travaillait sur un projet qui semblait tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Le Silbervogel, l'oiseau d'argent, un bombardier suborbital qui aurait pu changer le cours de la guerre et celui de la planète. Ce concept a été imaginé par le jeune physicien autrichien Eugen Senger et sa collègue Irene Bredd qui ont développé une idée radicalement novatrice. Il s'agissait d'un avion à propulsion fusée capable d'atteindre la haute atmosphère, de rebondir dessus et de traverser la moitié du globe avant de larguer une bombe sur les États-Unis. Le projet s'appelait officiellement Silbervogel et faisait partie d'un programme plus ambitieux, l'America Bomber, une tentative désespérée du Reich d'étendre sa capacité de destruction au-delà de l'Atlantique. L'idée était simple en théorie et révolutionnaire en pratique. Le Silbervogel serait lancé depuis une piste spécialement conçue au moyen d'une catapulte de 3 km qui l'accélérerait à 1850 km par heure. Une fois en mouvement, ces moteurs fusées à propergol liquide le propulseraient dans la stratosphère, jusqu'à une altitude de 145 km. À cette altitude, au lieu de voler en continu comme un avion conventionnel, le Silbervogel exploiterait un phénomène physique appelé saut-glissement, glissant à la frontière entre l'atmosphère et l'espace, perdant de l'altitude et la regagnant par une série de sauts hypersoniques, comme une pierre rebondissant à la surface de l'eau. Son rayon d'action prévu était extraordinaire. Il pouvait voyager d'Allemagne à New York, larguer une bombe de 3 à 5 tonnes et poursuivre sa trajectoire vers le Japon ou atterrir dans le Pacifique. Le véritable objectif n'était pas uniquement militaire. Pour Hitler, ce projet était symbolique. La possibilité d'étendre l'influence du Reich au-delà du continent, démontrant ainsi que sa vision pouvait se transformer en un cauchemar planétaire. Cependant, les défis étaient presque insurmontables.
Le fuselage devait résister à des températures proches de 1500 degrés Celsius en raison du frottement avec l'atmosphère. Le système de guidage et de navigation était pour l'époque absolument rudimentaire, et les infrastructures nécessaires au lancement de l'avion, comme la piste et la catapulte, n'existaient que sur les plans. Le Reich ne disposait ni de matériaux capables de résister à de telles contraintes thermiques, ni de système de guidage orbital fiable. Même la conception de Sanger prévoyait une rentrée atmosphérique complexe qui aurait compromis toute mission. Malgré tout, le projet a continué, du moins sur le papier. Albert Speer, ministre de l'armement du Reich, s'intéressa lui-même au concept, bien qu'il le qualifiât rapidement de « fantaisie techniquement fascinante mais inutile pour les objectifs immédiats de la guerre ». Hermann Göring partageait cet avis et a orienté les fonds vers des développements plus immédiats, tels que les avions de chasse à réaction et les bombes volantes V1 et V2. À la fin de la guerre, les Alliés ont retrouvé les documents de Sanger et Bredt dans des installations abandonnées du sud de l'Allemagne. Ce qui paraissait impossible commença à intéresser les nouveaux maîtres du monde. Les États-Unis et l'Union soviétique se sont battus non seulement pour les scientifiques nazis lors de l'opération Paperclip, mais aussi pour leurs idées. Le projet Silbervogel a été l'un des plus étudiés. En fait, certains de ces principes ont par la suite inspiré la conception du X-20 Dyna-Soar, un planeur spatial que les Américains ont développé dans les années 1960 et qui a servi de base conceptuelle aux navettes spatiales des décennies plus tard. Le Oiseau d'argent n'a jamais volé. Il n'a pas détruit New York. Il n'a pas survolé le Pacifique comme symbole du Troisième Reich mondial. Mais le simple fait qu'une telle idée ait été conçue en pleine guerre, au milieu du XXe siècle, témoigne du niveau d'ambition, voire de délire, qui caractérisait l'Allemagne nazie. Au lendemain de leur défaite gisaient non seulement des ruines et des crimes, mais aussi les germes de la future course à l'espace. La bombe atomique nazie et les cubes d'uranium, le projet nucléaire du Troisième Reich. De toutes les inventions et projets secrets du Troisième Reich, aucun n'a suscité autant de spéculations, de craintes et de recherches historiques que sa tentative ratée de construire une bombe atomique. Contrairement aux expériences aéronautiques ou aux superarmes visibles, le programme nucléaire allemand était délibérément caché, fragmenté entre les laboratoires et à peine compris par ses propres dirigeants. Cependant, il a laissé une trace physique indéniable. Les Tesseract, ces mystérieux cubes d'uranium découverts après la guerre, en sont un exemple, vestige tangible d'une ambition qui aurait pu changer le destin de la planète. Le programme nucléaire nazi a officiellement débuté en 1939, quelques semaines seulement après la découverte de la fission nucléaire par des scientifiques allemands, dont Otto Hahn et Fritz Strassmann. Parallèlement, aux États-Unis, cette découverte allait déclencher le projet Manhattan. En Allemagne, cependant, cet effort fut placé sous la tutelle de l'Uranverein, ou Club de l'uranium, un réseau de physiciens tels que Werner Heisenberg, Kurt Dibner et Carl Friedrich von Weizsäcker, répartis entre les universités et les laboratoires militaires. Le principal obstacle allemand n'était pas d'ordre conceptuel, mais pratique. La rareté des ressources, la désorganisation interne et l'absence d'une autorité unique pour diriger le programme ont empêché la consolidation d'un effort similaire à celui des États-Unis. Alors que les Américains investissaient des milliards et employaient plus de 130 000 personnes dans leurs laboratoires, les Allemands travaillaient avec des budgets minimaux et une poignée de scientifiques, souvent en désaccord les uns avec les autres. Malgré tout, le Reich a réalisé des progrès dans certains domaines techniques. Dans divers centres, comme le laboratoire de Haigerloch, caché dans une grotte du sud de l'Allemagne, des prototypes de réacteurs expérimentaux ont été développés. C'est là qu'en 1945, des dizaines de petits cubes d'uranium métallique, d'environ 5 cm de côté, ont été découverts suspendus à des structures métalliques à l'intérieur d'un modérateur d'eau lourde. L'objectif était de générer une réaction en chaîne contrôlée, l'étape précédant la mise au point d'une bombe atomique. Chaque cube pesait environ 2 kg et était composé d'uranium naturel. Au total, on estime que l'Allemagne a produit plus de 600 de ces blocs répartis entre plusieurs laboratoires. Mais la conception du réacteur était défectueuse et les matériaux insuffisants. Les scientifiques allemands n'ont jamais réussi à obtenir une réaction auto-entretenue, alors qu'en décembre 1942,
Enrico Fermi et son équipe y étaient déjà parvenus aux États-Unis. La découverte des cubes par les forces alliées a non seulement confirmé l'existence du programme nucléaire nazi, mais a également accéléré le lancement du projet Alsos, une mission secrète visant à traquer les scientifiques et les matières nucléaires et à saboter toute avancée allemande. L'objectif était double. Premièrement, pour empêcher Hitler d'accéder aux armes nucléaires et deuxièmement, pour empêcher les soviétiques de s'approprier sa technologie. La question qui persiste depuis des décennies est la suivante. À quel point l'Allemagne était-elle proche de développer une bombe atomique fonctionnelle? La plupart des historiens s'accordent à dire que, bien qu'ils aient eu la théorie, il manquait de moyens, de temps et d'organisation. Heisenberg lui-même, dans des conversations secrètement enregistrées pendant sa détention en Angleterre, a laissé entendre qu'il ne savait même pas exactement à quelle distance se trouvaient les Américains. Cependant, le simple fait que tant de cubes d'uranium aient été préservés et que des réactions soutenues aient été tentées secrètement sous terre a alimenté par la suite des théories sur des essais cachés, des développements parallèles, voire des transferts de technologies vers l'Amérique du Sud ou l'Égypte. Aujourd'hui encore, certains de ces cubes sont conservés dans des musées et des laboratoires aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, comme vestige d'un cauchemar scientifique qui n'a jamais abouti. La bombe atomique nazie était un fantôme. Elle n'a jamais existé, mais elle était suffisamment proche pour inspirer la peur et suffisamment éloignée pour ne pas modifier l'histoire. Dans ces petits cubes de métal se condensait la plus grande menace du XXe siècle, la possibilité que le mal puisse accéder au pouvoir absolu de destruction. Bachem B, à 349 Natter, le combattant jetable. Au dernier jour du Troisième Reich, alors que le ciel allemand était le domaine absolu des bombardiers alliés, des idées désespérées émergèrent pour enrayer l'effondrement imminent. L'une des plus radicales fut le Bachem B à 349 Natter, un appareil hybride mi-fusée, mi-avion, conçu non pas pour des combats aériens prolongés, mais pour un objectif unique, décoller verticalement, abattre un bombardier et disparaître dans l'oubli, ou exploser en tentant de le faire. Le concept est né en 1944 de l'idée d'Erich Bachem, un ingénieur qui, en collaboration avec la Luftwaffe, a présenté un plan audacieux et sans précédent. Un chasseur-intercepteur pouvant être lancé depuis une rampe, entièrement propulsé par des roquettes, sans train d'atterrissage, sans manœuvrabilité après l'attaque et avec des composants peu coûteux et rapidement fabriqués. En d'autres termes, une machine suicidaire, comme les kamikazes japonais, même si officiellement elle ne serait pilotée que par des patriotes volontaires, puisque le Reich n'admettrait jamais utiliser des Allemands ariens comme chair à canon. Le Natter était petit, à peine 5 mètres de long, avec un fuselage construit en grande partie en bois en raison d'une pénurie d'aluminium. Il était équipé d'un moteur fusée principal, Walter HWK 109-509A-2, le même que celui du ME-163 Comet, et de 4 fusées auxiliaires Schmieding montées latéralement pour assurer la poussée verticale lors du décollage depuis une plateforme fixe. Son mode opératoire était aussi bref qu'inquiétant. Une fois lancé verticalement, il montait à l'altitude des bombardiers alliés, s'alignait sur la cible et tirait une salve de roquettes Henschel HS-217 depuis son nez. Après l'attaque, le pilote devait larguer le nez de l'appareil et s'éjecter en parachute, tandis que le reste du fuselage se désintégrait ou s'écrasait. La capsule avant, théoriquement récupérable, contenait les systèmes de ciblage et d'armement. Cependant, ces essais furent tragiques. Le premier et unique vol habité eut lieu le 1er mars 1945 avec le pilote d'essai Lothar Sieber à bord. Après le décollage, le Natter dévia de manière incontrôlable, amorça un virage ascendant et s'écrasa au sol, tuant Sieber. Il s'agissait du premier décollage vertical habité de l'histoire et également du premier échec catastrophique. Malgré le désastre, une trentaine d'exemplaires furent construits. Certains furent même déployés près de Stuttgart, mais ils ne furent jamais utilisés au combat. L'avancée des troupes alliées empêcha toute utilisation effective, et les vestiges du projet furent découverts par les forces américaines en avril 1945. Ce qui rend le Natter si unique, ce n'est pas seulement son audace technique, mais aussi le concept de sacrifice qu'il incarnait. C'était une machine conçue pour être jetable, symbole d'une guerre qui ne pouvait plus être gagnée par les stratégies conventionnelles.
Sa conception alliait désespoir, innovation et mépris pour la vie du pilote, réduit à un simple outil fonctionnel. Après la guerre, les ingénieurs alliés ont examiné attentivement les plans et les unités capturées. Bien que le concept n'ait pas été reproduit à l'identique, son lancement vertical et sa conception modulaire ont préfiguré certains développements dans le domaine des fusées militaires et des missiles solaires dans les années 1950. Le BA-349 Natter fut un ultime cri de folie aérodynamique, non pas à cause de son échec, mais à cause de son audace. Il représente le dernier soubresaut d'un régime qui, assiégé par sa défaite imminente, continuait de rêver d'armes impossibles. Le projet d'Air Reese, ce gigantesque complexe d'armement souterrain qui n'a jamais vu le jour. Au cœur des monts des Hiboux en Pologne se cache l'un des vestiges les plus énigmatiques de l'Allemagne nazie. Un vaste réseau de tunnels que l'on pense avoir été construit entre 1943 et 1945 dans la région de Basse-Silésie en Pologne, connue sous le nom de projet d'Air Reese, ou le géant. Ce réseau souterrain comportait des couloirs s'étendant sur des kilomètres pour relier des chambres souterraines et faisait partie d'un projet massif orchestré par la SS, qui a utilisé des travailleurs forcés pour le réaliser. Certains historiens pensent que le plan visait à créer un centre de commandement sécurisé pour les hauts responsables, voire une réplique du Führerbunker pour y loger Hitler pendant sa domination du front de l'Est, tandis que d'autres soutiennent qu'il aurait pu être destiné au développement d'armes avancées ou au stockage de ressources. Bien que son sort n'ait jamais été confirmé, le projet ayant été interrompu après la chute de Berlin aux mains de l'Union soviétique, les historiens s'accordent à dire que son ampleur était impressionnante. Des milliers de prisonniers transférés de différents camps de concentration ont été contraints de travailler dans des conditions brutales, à extraire des pierres et à couler du béton dans une obscurité suffocante. Dans certaines sections, des systèmes de ventilation, des portes blindées lourdes et des voies ferrées apparaissaient, indiquant une conception de grande envergure destinée à résister à de violents bombardements. Aujourd'hui encore, le labyrinthe inachevé semble étrangement abandonné au milieu des travaux, comme si ses créateurs s'étaient volatilisés du jour au lendemain. En réalité, plusieurs mythes sont liés à ce vaste et mystérieux réseau que nous aborderons plus loin. Aujourd'hui, le projet d'Air Reese se visite en tant que site touristique, et ceux qui pénètrent dans les tunnels éprouvent un frisson d'effroi en pensant à la nature macabre de sa construction. La tanière du Loup, le centre de commandement stratégique du Reich. Dans les forêts denses de Gierlos, en Pologne, gisent les vestiges en ruine de l'un des complexes les plus secrets et fortifiés de l'Allemagne nazie. La tanière du Loup, premier quartier général militaire d'Adolf Hitler sur le front de l'Est, un ensemble complexe et immense de bunkers camouflés, d'où il a dirigé les événements qui allaient sceller le destin du Troisième Reich. Construit comme quartier général principal d'Adolf Hitler pour organiser l'attaque contre l'Union soviétique, ce fort était bien plus qu'un simple centre de commandement. C'était une forteresse de la terreur, composée de 80 bâtiments aux usages différents. Elle était entourée de 50 bunkers, de pièges, de nids de tireurs d'élite, de barbelés et d'un labyrinthe de tunnels souterrains conçus pour satisfaire les désirs d'un chef paranoïaque et mégalomane qui se méfiait de chaque ombre et craignait d'être tué à chaque tournant. Aujourd'hui encore, des décennies après la guerre, les visiteurs qui ont la chance de visiter la tanière du Loup sont déconcertés par ces vestiges hantés. D'énormes dalles de béton jonchèrent le sol, brisées par les troupes allemandes qui cherchaient désespérément à dissimuler leurs secrets. Néanmoins, l'un des aspects les plus importants de la découverte de la tanière du Loup résidait dans son réseau complexe de couloirs cachés et de voies d'évasion extraordinaires qui, chose intéressante, étaient conçues pour détruire le complexe au cas où l'ennemi parviendrait à l'infiltrer ou à s'en emparer. Ce fait révélait le désespoir des nazis de s'échapper, ou du moins de mourir en essayant. Aux alentours du complexe principal, théâtre d'opérations d'Hitler, des pièges furent placés dans des zones cruciales afin de pouvoir détruire instantanément de larges portions de terrain face à l'avancée ennemie. Les ingénieurs ont recouvert les bunkers de filets de camouflage pour éviter qu'ils ne soient repérés par les avions alliés et des canons anti-aériens ont été installés à proximité pour contrer d'éventuels raids de bombardement. Cependant, l'événement le plus célèbre lié à ce sinistre complexe s'est produit le 20 juillet 1944,
lorsque le colonel Klaus von Stauffenberg a tenté d'assassiner Hitler avec une bombe dissimulée dans une mallette, dans le cadre d'un complot interne entré dans l'histoire sous le nom de Opération Valkyrie. Bien que les circonstances exactes de l'attaque restent floues, il n'en demeure pas moins que l'explosion a dévasté le complexe, mais qu'Hitler a survécu malgré plusieurs blessures consécutives à la tentative d'assassinat ratée. Après l'échec de l'opération Valkyrie, les mesures de sécurité furent renforcées et davantage de barrières et de pièges furent ajoutés. Mais malgré leur formidable défense, les forces soviétiques atteignirent finalement le site début 1945. Cela incita les troupes allemandes en retraite à faire exploser des centaines de charges, réduisant le repère en ruine. Aujourd'hui, il ne reste que d'énormes fragments de béton et quelques abris effondrés, qui rappellent aux visiteurs la terreur et le secret d'un régime qui, jadis, conspirait entre ses murs pour tenter de conquérir le monde. Le premier missile balistique à longue portée, la création de la fusée V2. La fusée V2 fut le premier missile balistique de l'histoire. Cet engin, également connu sous le nom de bombe V2, incarnait le rêve de Werner von Braun et le cauchemar de l'humanité. Cette bombe à longue portée fut développée par une équipe d'ingénieurs allemands sous la direction du brillant, ambitieux et paradoxal Werner von Braun. La Vergeltungswaffe 2, ou arme de vengeance 2, était le projet d'armement le plus avancé du Troisième Reich. Son nom technique était Agregat 4, mais cette appellation est tombée dans l'oubli. La V2 n'était pas une bombe comme les autres. C'était le premier engin fabriqué par l'homme à quitter l'atmosphère terrestre et à y rentrer, provoquant des destructions massives. C'était une technologie digne de la science-fiction en pleine Seconde Guerre mondiale. Le missile mesurait 14 mètres de long, pesait plus de 12 tonnes et emportait une ogive d'amatol de 1000 kg. Son moteur à propergol liquide, à base d'éthanol et d'oxygène liquide, le propulsait à une vitesse supérieure à 5700 km/h, atteignant une altitude de 90 km avant de plonger sur sa cible à vitesse supersonique. Le plus terrifiant, c'était son invincibilité. Aucun avion de chasse ne pouvait l'atteindre, les radars étaient incapables de la détecter à temps. Aucune batterie anti-aérienne n'était efficace. Lorsque les citoyens entendirent l'explosion, ce fut le premier et le dernier signe du lancement d'une fusée V2. Aucun avertissement, seulement la destruction. Le premier lancement opérationnel eut lieu le 8 septembre 1944, au-dessus de Londres. En quelques secondes, un cratère se forma dans le sol, des corps furent déchiquetés et des bâtiments réduits en ruines. Ce n'était que le début. Au cours des mois suivants, plus de 3000 fusées V2 furent tirées, principalement contre l'Angleterre, la Belgique et la France, causant la mort de plus de 9000 civils. Techniquement, le Ch-2 était une prouesse. Il était équipé d'un système de guidage inertiel qui ajustait sa trajectoire grâce à des gyroscopes et des servomécanismes. Il disposait d'un système de pilotage par aileron de tuyère et surface aérodynamique mobile. Son lancement nécessitait des plateformes mobiles complexes, une logistique précise et un réseau de production distribué. Mais malgré toutes ces difficultés, le Funk 2 fonctionna. Et chaque tir était une démonstration de la puissance destructrice dont le Reich était encore capable. Mais la création du V2 a une histoire encore plus sombre, le coût humain de sa fabrication. Au lieu d'utiliser des usines conventionnelles, les nazis ont choisi de dissimuler leur production dans des tunnels souterrains pour éviter les bombardements alliés. C'est ainsi que naquit le Mittelwerk, une installation près de Nordhausen, exploitée par des travailleurs forcés provenant du camp de concentration de Dora-Mittelbau. Plus de 20 000 prisonniers sont morts lors de la fabrication des missiles, de faim, de maladies, d'épuisement ou exécutés. Ironie du sort, la production du V2 a fait plus de victimes que son utilisation au combat. D'un point de vue stratégique, le V2 n'a pas changé le cours de la guerre. Sa précision était limitée car il pouvait s'écarter de plusieurs kilomètres de sa cible et son coût de production était astronomique. Chaque missile représentait un investissement colossal de ressources et de temps, nécessitant parfois le recours au travail forcé. Dans une Allemagne déjà au bord du gouffre, le lancement de missiles sans discernement sur des villes civiles n'était pas une victoire. C'était un cri désespéré venu d'outre-tombe. Mais d'un autre côté, elle a bel et bien changé le cours de l'histoire. Avec le V2, le monde a constaté pour la première fois que le ciel n'offrait plus de refuge.
que la guerre pouvait venir de l'espace, et que le savoir scientifique, dépourvu d'éthique, pouvait se transformer en un monstre incontrôlable. Après la chute du Troisième Reich, les puissances victorieuses s'empressèrent de capturer non seulement les missiles, mais aussi leurs concepteurs. Von Braun, ainsi que des centaines d'ingénieurs allemands, fut amené aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. Il y travailla sur des programmes de fusées militaires, et plus tard à la NASA, où il conçut ni plus ni moins que la Saturn V, celle qui allait emmener l'homme sur la Lune. L'héritage du 5E est donc aussi paradoxal qu'inquiétant, de l'horreur nazie à Apollo 11. Dans ces derniers jours, Hitler rêvait de armes miracles, capables de renverser le cours de la défaite. Mais le fait d'eux, aussi révolutionnaire fut-il, ne fit que révéler le désespoir du régime. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, au service de l'effondrement. Un projectile supersonique, une ombre fugace, un éclair vertical s'abattant du ciel sans prévenir. Messerschmitt ME-163 Comet, le chasseur le plus rapide et inutile. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, alors que le ciel européen se couvrait de bombardiers alliés, l'Allemagne fit de la vitesse une arme redoutable, la création du Messerschmitt. Me-163 Comet constitua la tentative la plus radicale d'obtenir la supériorité aérienne grâce à une innovation extrême. Premier chasseur à propulsion par fusée au monde, il fut aussi le seul à entrer en action. Son histoire, bien que fulgurante, fut tragiquement brève. Conçu par le brillant ingénieur Alexander Lippisch, le Me-163 était une machine sans pareille, dépourvu d'hélices et de moteurs conventionnels, et même de trains d'atterrissage rétractables, il était pourtant capable d'atteindre 965 km/h en quelques secondes seulement. Sa forme triangulaire, avec ses ailes delta, lui donnait davantage l'apparence d'un missile habité que d'un avion traditionnel. Propulsé par le puissant mais instable moteur Walter HWK 109-509, il fonctionnait avec un mélange hypergolique de deux carburants, le C-Stoff, un mélange d'hydrazine et de méthanol, et le T-Stoff, un composé de peroxyde d'hydrogène hautement concentré. Ensemble, ils généraient une poussée brutale, mais formaient également un mélange extrêmement volatile. La procédure de vol était aussi brève que dangereuse. Le Comet décollait sur un patin, assisté d'un petit train d'atterrissage auxiliaire qui se larguait après le décollage. En quelques secondes, il atteignait une vitesse verticale de 11 000 mètres par minute. Une fois à l'altitude souhaitée, le pilote disposait d'à peine 5 minutes de puissance moteur pour intercepter les bombardiers ennemis, faire feu avec ses deux canons Mk-108 de 30 mm, puis planer jusqu'au sol sans moteur. L'atterrissage s'effectuait sur le patin fixe, dans des conditions qui endommageaient souvent le fuselage et blessaient le pilote. Sur le papier, le Comet était un cauchemar pour les bombardiers alliés, théoriquement impossible à intercepter pour les chasseurs d'escorte, plus rapide que n'importe quel avion existant et armé de canons suffisamment puissants pour détruire un B-17 d'un seul coup. Mais en pratique, ces qualités étaient largement contrebalancées par d'énormes limitations. Le temps de combat effectif était minimal, la visée devenait presque impossible aux vitesses atteintes et les occasions d'intercepter un ennemi étaient extrêmement rares. Les pilotes étaient également confrontés à un risque constant. Le mélange carburant-essence était si réactif qu'un simple atterrissage brutal pouvait provoquer l'explosion de l'avion. Nombre d'entre eux périrent brûlés vifs, déchiquetés ou asphyxiés par les émanations. Seulement 9 bombardiers ennemis furent officiellement abattus par le Me-163 durant toute la guerre. En revanche, plus de 10 comètes furent perdus suite à des accidents ou des défaillances opérationnelles. Malgré ces limitations, le Comet eut un impact considérable sur les forces alliées. Voir un engin sans hélice surgir et s'élever verticalement comme une météorite suscita stupéfaction et crainte. Sa présence imposa une modification des tactiques de bombardement et démontra que l'Allemagne poursuivait la recherche d'armes de vengeance technologique. La production du Me-163 se poursuivit jusqu'à la fin du conflit, avec plus de 300 exemplaires construits, même si seule une fraction d'entre eux participa au combat. Les escadrilles qui les utilisaient, comme la JG-400, étaient confrontées à des problèmes techniques constants, à des pénuries de carburant et à un taux d'accidents extrêmement élevé. Malgré cela, leurs pilotes étaient considérés comme faisant partie d'une élite quasi suicidaire. Après la guerre, les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni capturèrent plusieurs exemplaires.
et les soumirent à des essais approfondis. Le Me-163 influença les études sur les ailes delta, les fuselages aérodynamiques et les moteurs fusées. D'une certaine manière, il fut un précurseur conceptuel d'avions expérimentaux tels que le X-15 américain. Le premier avion invisible de l'histoire, le Horten-Ho 229 de la Luftwaffe. Parmi les découvertes les plus curieuses de l'enquête nazie sur l'aviation, le Horten-Ho 229 se distingue comme une relique étrangement futuriste de la Seconde Guerre mondiale. Conçu par les frères Horten, cet avion à aile volante et à réaction proposait une conception radicale qui réduisait la signature radar, préfigurant étrangement le développement des bombardiers furtifs modernes. Les prototypes achevés ont subi des essais en vol qui ont montré une aérodynamique si avancée qu'elle pouvait rivaliser avec des concepts utilisés plus tard dans des avions contemporains tels que le bombardier B-2 Spirit, bien que le Ho 229 ait été construit principalement en contreplaqué et autres composites légers. La forme aérodynamique du Ho 229 a été conçue pour minimiser la traînée et atteindre des vitesses élevées en tirant parti de ses deux moteurs à réaction. La Luftwaffe voyait un grand potentiel dans un chasseur bombardier rapide capable de surpasser les avions alliés. Le Horten-Ho 229 était un avion monoplace de 7,4 mètres de long et d'une envergure de 16,8 mètres. Sa forme de planeur impliquait que sa hauteur à l'avant n'était que de 2,81 mètres, avec une cabine d'1 mètre de haut. Comme il s'agissait d'une aile volante, sa surface à l'air était de 50,2 mètres. À vide, le Ho 229 pesait 4600 kg, plus 1700 kg de carburant qui lui permettait une autonomie opérationnelle maximale de 1900 km. Cela s'appliquait également à la charge de bombes, qui atteignait 2000 kg, dépassant les attentes du chef de la Luftwaffe. Entièrement chargé, le Ho 229 pouvait peser jusqu'à 8100 kg. Toute cette masse devait voler à une vitesse proche de 1000 km/h. La vérité est que les frères Horten n'ont pas réussi à atteindre ce nombre, mais ils s'en sont approchés de très près. La centrale électrique était composée de 2 turboréacteurs Junkers Jumo 004B qui donnaient à l'avion une vitesse maximale de 960 km/h, une vitesse de croisière de 900 km/h et un plafond de vol de 15 000 mètres. En plus des bombes typiques de l'époque, le Ho 229 disposait de 2 canons Mk-108 de 30 mm. Le premier essai de cette arme aérienne miracle a eu lieu le 1er mars 1944. L'essai a été relativement concluant, même si la conception présentait certains problèmes qui ont rendu la tâche du pilote plus difficile. Outre le bois, des alliages métalliques légers ont été utilisés pour éviter la résistance au vent, tout en améliorant sa détectabilité par radar. Le 2 février 1945, la version finale du Ho 229 fut testée, mais une tragédie frappa le prototype. L'un des moteurs s'est arrêté en plein vol et le pilote a dû effectuer une manœuvre miraculeuse pour sauver sa vie et l'appareil. Malgré cela, le développement s'est poursuivi. Les Alliés étaient aux portes de Berlin et les nazis cherchaient l'arme salvatrice. Mais elle ne vint jamais. Le Horten-Ho 229 ne quitta jamais les hangars pour rejoindre le combat. Le régime d'Hitler s'est effondré plus tôt. En 1945, les Alliés découvrirent le Ho 229, qui fut capturé dans le cadre de l'opération Paperclip. Un effort occidental visant à tirer profit de la technologie développée par les nazis, ainsi que de leurs meilleurs ingénieurs et scientifiques. Le prototype a voyagé en Angleterre, puis aux États-Unis, où il a trouvé sa place entre le Smithsonian Museum et les ateliers de Northrop Grumman, la société qui a créé le B-2 Spirit, un bombardier stratégique et indétectable, qui a réussi à capturer l'essence du Horten-Ho 229. Aujourd'hui encore, les Américains continuent d'étudier les travaux des frères Horten qui, bien que n'ayant jamais été commercialisés, se sont révélés être une contribution fondamentale à la technologie aérienne militaire des États-Unis. DFS-346, l'avion spatial qui n'a jamais décollé. Dans les dernières phases de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était déjà clair que le Troisième Reich ne pouvait plus renverser la situation sur les champs de bataille, des laboratoires secrets allemands continuaient de développer des technologies frôlant l'impossible.
Parmi eux figurait l'un des projets les plus mystérieux et futuristes de l'Allemagne nazie, le DFS 346, un avion expérimental conçu pour voler à des vitesses supersoniques à des altitudes supérieures à 30 000 mètres. Il s'agissait essentiellement d'une tentative de construire un avion spatial au milieu des années 1940. Le développement du DFS 346 a commencé dans les souffleries de l'Institut allemand de recherche sur les planeurs, dont il tire son nom de l'acronyme allemand. La conception fut initiée par l'ingénieur Felix Kracht et perfectionnée plus tard par Hans Rössing et Wolfgang von Dietrich, qui imaginèrent un avion aux lignes épurées, au fuselage fin et aux ailes en flèche, optimisé pour franchir le mur du son à une époque où il n'existait même pas de moteur fiable pour ce faire. Le DFS 346 n'était équipé ni d'hélices conventionnelles ni de moteur à réaction. Il était équipé d'un moteur fusée à peroxyde d'hydrogène et à kérosène destiné à être lancé à haute altitude par un bombardier mer tel que le Junkers Ju 388 ou le Heinkel He 274. Une fois largué à une altitude d'environ 10 000 mètres, le vaisseau spatial allumerait son système de propulsion et s'élèverait dans un vol suborbital, atteignant théoriquement des vitesses proches de Mach 2, c'est-à-dire plus de 2400 km/h. Le pilote serait installé dans une capsule pressurisée avec un siège éjectable, équipé de systèmes d'oxygène et de commandes avancées, un luxe inouï pour l'époque. Mais le DFS 346 n'était pas seulement une promesse de vitesse, c'était aussi un engagement envers la recherche en vol à haute altitude. À une époque où la Luftwaffe ne dominait plus les cieux, le régime nazi rêvait de les survoler tous, sans aucune opposition possible. Voler au-dessus des avions de chasse, hors de portée de tout radar ou missiles anti-aériens, dans un monde où les avions ressemblaient presque à des vaisseaux spatiaux. Le projet n'a pas été achevé avant la fin du conflit. Lorsque les forces soviétiques sont entrées en Allemagne de l'Est, elles ont découvert plusieurs prototypes inachevés dans les installations de Dessau. Contrairement à d'autres projets capturés par les États-Unis, le DFS 346 est tombé entre les mains des Soviétiques, devenant l'un des secrets les mieux gardés de l'après-guerre. Pendant plusieurs années, des ingénieurs soviétiques, sous la direction du bureau d'études Mikoyan Gurevitch, ont travaillé au développement et aux essais du DFS 346. Au moins 3 vols d'essai ont été effectués entre 1947 et 1951, utilisant des versions modifiées lancées depuis des bombardiers Tu-4. Cependant, les résultats n'ont pas été satisfaisants. L'appareil a souffert de problèmes de contrôle à haute vitesse, la cabine pressurisée présentait des défauts et la rentrée atmosphérique était extrêmement instable. Finalement, le programme fut abandonné et le DFS 346 disparut dans l'oubli. Malgré tout, son héritage a perduré. La conception à ailes en flèche et l'idée des capsules éjectables ont ensuite été adoptées par les soviétiques dans la série de chasseurs Mi-G et ont également influencé indirectement les conceptions expérimentales occidentales. Le DFS 346 était une vision en avance sur son temps, une tentative presque solitaire de conquérir la stratosphère à une époque où même le vol transsonique n'était pas pleinement compris. Le fait que l'Allemagne, en pleine déliquescence, soit restée attachée à ses projets démontre que la science nazie n'était pas freinée par une quelconque impossibilité technique. Alors que les fronts s'effondraient, certains ingénieurs du Reich continuaient de regarder vers le ciel, convaincus que la prochaine guerre se déroulerait dans les étoiles. Le choquant OVNI nazi, la tristement célèbre cloche Die Glocke d'Hitler. Alors que le Troisième Reich s'effondrait, des rumeurs circulaient au sujet d'une super-arme nazie top secrète, un dispositif si perfectionné qu'il pourrait changer le cours de la guerre à la dernière minute. Ce mythe s'est accompagné de la découverte de dizaines de super-armes nazies, connues sous le nom de Wunderwaffen ou armes miracles. Si certains de ces projets ont été mis en œuvre, la plupart sont restés de simples fantasmes d'ingénieurs proches d'Hitler qui avaient tendance à imaginer des conceptions dignes de la science-fiction. Mais un projet en particulier continue, encore aujourd'hui, de déconcerter les chercheurs et les historiens. Nous parlons de Die Glocke, qui signifie « la cloche ». Cette machine énigmatique est devenue l'un des mystères les plus glaçants et controversés de la Seconde Guerre mondiale. Die Glocke est décrite comme un appareil fait d'un métal dur et lourd, d'un diamètre approximatif de 2,7 mètres,
et d'une hauteur comprise entre 3,7 et 4,6 mètres, ayant une forme similaire à celle d'une grande cloche. D'après les plans et les rapports découverts par les enquêteurs, cet appareil contenait 2 cylindres contrarotatifs qui seraient remplis d'une substance semblable à du mercure, de couleur violette. Ce liquide métallique, dont l'existence n'a jamais été prouvée, portait le nom de code Xerum 525 et était stocké dans un thermos haut et mince, d'1 mètre de haut et encapsulé dans du plomb, ce qui indiquait sa toxicité supposée. D'après ces témoignages, lorsque la cloche était activée, son rayon d'action était de 150 à 200 mètres, à l'intérieur duquel des cristaux se formaient sur les tissus des cellules animales, le sang se gélifiait et se séparait, tandis que les plantes se décomposaient en une substance semblable à de la graisse. Il semblerait que, lors de la mise au point de ce dispositif dangereux, 5 des 7 scientifiques qui travaillaient initialement sur le projet soient décédés des suites de ces effets. Les tests auraient été effectués à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les ruines d'une structure en béton surnommée The Henge, près de la mine Venceslas, à environ 3 km au sud-est du complexe principal de Sokolek des travaux souterrains du projet RISE, qui aurait également pu servir de plateforme d'essai pour une expérience de propulsion antigravité générée par D-Glock. D'autres témoignages le situaient dans un centre de détention près de la frontière tchèque, gardé par les SS. La plupart des historiens reconnus par le monde universitaire considèrent les propos attribués à D-Glock comme de simples ouï-dire, car ils apparaissent dans très peu de documents officiels datant de la guerre. Aucun plan confirmé ni aucune référence officielle n'ont jamais été produits, hormis quelques anecdotes éparses. Cependant, on suppose que des fragments de véritables projets de recherche ont pu être déformés au fil du temps. Il est généralement admis que les nazis ont mené des expériences dans des domaines tels que la propulsion et la physique des particules, souvent répartis dans de multiples laboratoires secrets. Mais malgré l'attrait glaçant de l'histoire, il est possible que D-Glock ne soit qu'une création qui condense différents efforts technologiques distincts en une seule histoire fantastique. La vérité est que le doute persiste encore aujourd'hui, et de nombreux théoriciens du complot et passionnés d'ovnis pensent que D-Glock faisait partie d'un projet top secret visant à créer des soucoupes volantes capables de s'échapper d'une terre déchirée par la guerre. Le projet d'armes solaires, l'impressionnante étoile de la mort du Troisième Reich. Aux confins où la science vire au délire, l'Allemagne nazie a exploré des idées qui frôlaient la fiction la plus extravagante. L'un des plus inquiétants était le Sonnengewehr, ou arme solaire, un projet théorique conçu par des scientifiques de la Luftwaffe pour créer un canon orbital capable de concentrer les rayons du Soleil et de réduire en cendres des villes entières depuis l'espace. Une super arme qui, si elle avait été développée, aurait changé non seulement le cours de la guerre, mais aussi l'histoire même de l'humanité. L'origine de l'arme solaire remonte à 1929, lorsque le physicien allemand Hermann Oberth, pionnier de l'astronautique moderne, a proposé la possibilité de placer des miroirs géants en orbite pour rediriger la lumière du Soleil. L'idée, en principe, n'était pas militaire, mais liée à l'énergie. Elle était proposée comme méthode pour exploiter le rayonnement solaire à grande échelle. Mais dans le contexte du Troisième Reich, la proposition fut rapidement réorientée à des fins militaires. À partir de 1941, un groupe de scientifiques allemands liés à la Luftwaffe a présenté un projet ambitieux consistant en un miroir concave de 3,5 km de diamètre placé sur une station spatiale à une altitude de 8200 km. Ce miroir, constitué de plaques de métal poli, concentrerait les rayons du Soleil sur un point précis de la surface terrestre, générant suffisamment de chaleur pour détruire des villes, faire évaporer des réservoirs d'eau ou incinérer des troupes en déplacement. La station, théoriquement habitée, comprendrait des panneaux de contrôle, des systèmes de guidage et des équipements à longue durée de vie. Des calculs suggéraient qu'avec un alignement adéquat, le Soleil pourrait être transformé en un rayon mortel capable de carboniser à distance tout ennemi du Reich. Le projet devint une obsession technique pour certains secteurs, bien que de nombreux membres du haut commandement le considéraient comme tout à fait irréalisable. Et ils avaient raison. Dans les années 1940, l'Allemagne ne disposait ni de fusées capables d'emporter une telle structure dans l'espace, ni de la technologie de navigation orbitale, ni de matériaux capables de résister à l'environnement hostile hors de l'atmosphère.
Même son maintien en orbite était impensable. Ce concept était une chimère, un rêve de domination mondiale transformé en arme céleste. Cependant, le programme Solar Weapon était devenu si avancé dans ses calculs théoriques qu'après la guerre, les documents relatifs au projet ont été récupérés par les forces américaines. Des scientifiques du programme spatial américain, dont certains ayant travaillé sur le projet Horizon, puis à la NASA, ont étudié les possibilités de construire des plateformes solaires à des fins énergétiques, mais jamais à des fins militaires. En 1945, le magazine Life publia un article sensationnaliste qui évoquait l'arme solaire comme s'il s'agissait d'une menace réelle. La vérité était plus modeste mais non moins troublante puisqu'il s'agissait d'une idée novatrice développée sur le papier avec une rigueur mathématique et totalement détachée des limitations matérielles de son époque. L'intérêt pour ce concept s'est maintenu tout au long de la guerre froide. L'Union soviétique et les États-Unis ont tous deux élaboré des propositions d'armes orbitales, notamment des plateformes d'énergie solaire et des systèmes de destruction spatiaux. Aucun de ces projets n'a jamais atteint la phase opérationnelle, mais la graine de ces idées avait déjà été semée dans les dernières années du Troisième Reich. Le Sonnengewehr n'a été ni construite, ni n'a causé de destruction. Mais sa conception même témoigne d'une mentalité complexe qui, face à sa destruction imminente, a préféré imaginer un contrôle absolu de la planète depuis le ciel. Une illusion orbitale née d'une guerre trop terrestre. Le Krumlov, le canon incurvé permettant de tirer sans s'exposer. Parmi les inventions les plus étranges, mais aussi les plus pragmatiques, de l'arsenal nazi figure le Krumlov, un accessoire pour fusil qui semblait tout droit sorti d'un dessin animé, mais qui répondait à un besoin réel sur le champ de bataille, tirer sans s'exposer. Il s'agissait d'un canon incurvé, une extension métallique qui se fixait au fusil d'assaut Sturmgewehr 44, permettant aux soldats de tirer en angle, que ce soit depuis un coin, une tranchée ou à l'intérieur d'un véhicule blindé. L'idée a germé en 1943, lorsque le haut commandement allemand a commencé à constater les pertes dévastatrices subies par ses troupes lors des combats urbains, notamment sur des fronts comme Stalingrad. Prendre un virage, se pencher par une fenêtre, ou avancer dans une tranchée étroite pouvait signifier une mort instantanée. Il était nécessaire de concevoir un système permettant de combattre sans s'exposer aux tirs directs ennemis. La société Waffenfabrik Karl Walter GmbH fut chargée de développer cette solution. Il s'agissait d'un accessoire tubulaire amovible, initialement fabriqué en acier renforcé, qui courbait le canon du fusil à un angle compris entre 30 degrés et 45 degrés. Plusieurs versions furent conçues. Le Krumlauf 30, destiné à l'infanterie, le Krumlauf 45 pour les opérations blindées, et une version expérimentale à 90 degrés, rapidement abandonnée en raison de son inutilité pratique. Le système comprenait un petit miroir périscopique monté au-dessus du viseur de l'arme, permettant aux soldats de voir ce qui se trouvait de l'autre côté d'un mur ou au coin d'un angle. En théorie, cela permettait un tir relativement précis sans exposer directement le soldat. En pratique, cependant, l'invention s'est avérée complexe et source de nombreuses complications. Le principal problème était d'ordre physique. Les projectiles, passant à grande vitesse dans un tube courbe, subissaient une déviation importante, réduisant ainsi la précision et la vitesse du tir. De plus, le frottement interne entraînait une usure extrêmement rapide du canon. Les premiers essais ont montré que le Krumlauf avait une durée de vie d'à peine 200 coups avant de se détériorer complètement. Pire encore, de nombreux projectiles se fragmentaient à l'intérieur de l'accessoire en raison de la courbure forcée, générant un nuage d'éclats dangereux, même pour le tireur. Dans certains cas, les balles explosaient partiellement à l'intérieur du canon, endommageant l'arme et blessant le soldat. Malgré ces limitations, plus de 500 exemplaires furent fabriqués et livrés principalement aux équipages de chars et aux unités d'assaut urbains. La version Panzer Krumlauf, spécialement conçue pour être montée sur la trappe de chars tels que le Panzer IV ou le Tiger I, permettait à l'équipage de tirer sur les troupes ennemies sans avoir à quitter le véhicule, offrant un avantage considérable en milieu urbain. Le Krumlauf n'a pas changé le cours de la guerre et n'est pas devenu un accessoire produit en masse. Il témoigne cependant de la volonté du régime nazi d'expérimenter même les principes les plus élémentaires de la balistique afin d'obtenir un avantage au combat. Il s'agissait d'une réponse improvisée, désespérée et techniquement ingénieuse à l'enfer de la guerre urbaine que l'Allemagne avait déclenchée,
et dont elle avait ensuite été victime de plein fouet. Après la guerre, certains de ces appareils tombèrent aux mains des Alliés et furent étudiés avec intérêt, sans toutefois être reproduits. Leur utilité réelle était aussi limitée que leur durabilité mécanique. Durant la guerre froide, Israël, la Corée du Sud et les États-Unis ont brièvement relancé ce concept dans des versions modernes pour des opérations antiterroristes, mais toujours à titre expérimental. Brewster Buffalo, l'avion américain volé dont les nazis ont profité. Parmi les nombreux mystères apparus après la chute du Troisième Reich, l'un des plus insolites fut la découverte d'un avion américain entre les mains des nazis. Le Brewster F-2A Buffalo, un chasseur qui, bien que considéré comme obsolète par les Alliés depuis 1942, avait fait l'objet d'études approfondies par la Luftwaffe. Que faisait un avion américain dans les hangars du Reich? La réponse révèle une histoire d'espionnage, de rétro-ingénierie et d'expérimentation désespérée. Le Brewster Buffalo fut le premier chasseur monoplan embarqué des États-Unis, introduit à la fin des années 1930. Conçu par la Brewster Aeronautical Corporation, il fut l'un des premiers chasseurs entièrement métalliques de l'arsenal américain. Malgré ses performances initiales prometteuses, il fut rapidement surpassé par des modèles tels que le Grumman F-4F Wildcat et le légendaire P-51 Mustang. Au combat, notamment dans le Pacifique, le Buffalo se révéla lent, difficile à piloter et vulnérable, ce qui lui valut le mépris de nombre de ses propres pilotes. Cependant, avant d'être retiré du service, ce modèle fut exporté vers plusieurs pays, dont la Finlande. Là-bas, pendant la guerre d'hiver et la Seconde Guerre mondiale, les pilotes finlandais remportèrent des succès impressionnants contre les avions soviétiques aux commandes du Brewster Buffalo, qu'ils surnommèrent Taiwan Helmi ou la perle du ciel. Son efficacité entre les mains des Finlandais attira l'attention du haut commandement allemand, d'autant plus que les Finlandais étaient des alliés du Reich sur le front de l'Est. Grâce à ces liens, l'Allemagne a obtenu au moins un exemplaire intact de Buffalo, probablement par le biais d'un échange avec la Finlande, afin qu'il soit évalué par les ingénieurs de la Luftwaffe. L'objectif était d'acquérir une connaissance approfondie des capacités, des faiblesses et de la conception des avions alliés, et en même temps de trouver des solutions applicables à leur propre modèle de combat. Le Buffalo fut transporté à la station d'essai de Rechlin, le plus important centre de développement aéronautique du Troisième Reich. Là, des techniciens allemands le démontèrent, analysèrent sa structure, le soumirent à des vols d'essai et comparèrent ses performances avec celles de leurs propres modèles, tels que le Messerschmitt Bf-109 et le Focke-Wulf FF-Wulf 190. Le verdict technique était mitigé. S'ils ont reconnu certaines qualités de la conception, telles que sa robustesse structurelle et sa visibilité vers l'avant, ils ont également sévèrement critiqué son faible rapport poids/puissance et ses performances médiocres en altitude. Cependant, les informations obtenues grâce à cette analyse ont permis d'améliorer la formation des pilotes allemands qui allaient affronter les modèles américains sur le front occidental. Le fait que le Brewster Buffalo se soit retrouvé entre les mains du Reich révèle l'étendue du réseau de renseignement technique allemand et son besoin obsessionnel de connaître l'ennemi sous tous ses aspects. L'Allemagne a également mené des essais similaires avec d'autres avions capturés ou remis par des pays alliés ou neutres, tels que le Spitfire britannique ou le P-38 Lightning américain. Après la guerre, le Buffalo fut récupéré par les Alliés, ainsi que d'autres modèles expérimentaux accumulés par les nazis. Bien qu'il n'ait jamais été un avion décisif, son rôle en tant qu'objet d'étude montre comment même une machine reléguée au second plan peut devenir une pièce maîtresse dans la course technologique d'une guerre totale. Le Brewster Buffalo, méprisé par nombre de ses propres pilotes, devint ainsi, entre de mauvaises mains, une précieuse source de renseignements. À Rechlin, il ne volait pas comme une arme, mais comme une inconnue. Un ennemi qui parlait le langage des plans, des données et de l'ingénierie. Une souris très difficile à chasser, l'impressionnant Panzerkampfwagen 8 Maus. Le Panzerkampfwagen 8 Maus était le char le plus lourd jamais construit. Conçu par Ferdinand Porsche et produit par Krupp, le Maus était imaginé comme un superchar destiné à percer n'importe quelle ligne de défense alliée grâce à un blindage extrême et une puissance de feu dévastatrice. Son développement a débuté en 1942 sur ordre direct d'Hitler, qui privilégiait de plus en plus les conceptions d'armements colossaux.
Le Mouse pesait 188 tonnes, ce qui le rendait inadapté à la plupart des ponts et des routes. Il mesurait 10,2 mètres de long, 3,71 mètres de large et 3,63 mètres de haut, et son équipage était composé de 6 personnes. L'armement principal était un canon KWK 44L/55 de 128 mm, équivalent à celui utilisé par les chasseurs de chars Jagdtiger, accompagné d'un canon coaxial KWK 44L 36,5 de 75 mm. Cette combinaison lui permettait d'engager aussi bien des cibles blindées que de l'infanterie, ainsi que des fortifications. Le blindage frontal atteignait 240 mm sur la tourelle et 200 mm sur la caisse, le rendant pratiquement invulnérable à l'armement anti-char allié de l'époque. Le moteur constituait l'un de ses plus gros problèmes. 2 variantes furent testées, un moteur à essence Daimler-Benz MB509 et un moteur diesel expérimental MB517. Les 2 engins étaient reliés à un générateur électrique qui alimentait 2 moteurs électriques sur les chenilles, selon un système de propulsion hybride. Cependant, leur vitesse maximale était inférieure à 20 km/h et leur autonomie extrêmement limitée. 2 prototypes furent construits entre 1944 et 1945, l'un avec une tourelle et l'autre sans. Tous 2 furent testés à Kummersdorf et à Böblingen, mais ne participèrent jamais à des combats. À l'approche des forces soviétiques, les chars furent partiellement détruits par leurs équipages. L'armée rouge s'empara ensuite de l'épave et assembla une unité opérationnelle à partir de composants des 2 prototypes. Le Maus reflétait une philosophie de guerre fondée sur la force brute, incompatible avec les besoins logistiques et tactiques du champ de bataille moderne. Ses dimensions, sa consommation de carburant et sa mobilité limitée en ont fait un symbole de surdimensionnement technologique et de déconnexion stratégique du haut commandement allemand dans les dernières années du conflit. Projet Habakkuk, le porte-avions de glace contre les U-boots. Durant la Seconde Guerre mondiale, les océans furent des champs de bataille aussi meurtriers que les tranchées ou les cieux. L'Atlantique Nord, en particulier, devint un véritable enfer pour les convois alliés, harcelés sans relâche par les sous-marins allemands. Face à cette menace constante, des idées insolites virent le jour. L'une des plus surprenantes naquit de l'esprit d'un scientifique excentrique et trouva même un écho auprès de Winston Churchill, le projet Habakkuk qui visait à construire un porte-avions géant en glace. Bien que le projet fût britannique, l'Allemagne en avait une connaissance partielle grâce à l'espionnage naval, et l'histoire de son développement et de son abandon fait également partie de l'étrange héritage technologique laissé par la Seconde Guerre mondiale. Leur lien avec les nazis n'était pas direct, mais stratégique. Il s'agissait d'une réponse à la suprématie initiale des U-boots dans l'Atlantique. L'idée était de créer une immense structure flottante, capable de résister aux torpilles et de supporter des bombardiers lourds, à partir de laquelle des convois pourraient être escortés et protégés de l'Islande à l'Afrique du Nord. Le projet fut proposé par Geoffrey Pike, un visionnaire sans formation académique formelle mais aux idées révolutionnaires. Pike suggéra d'utiliser un mélange de glace et de pâte de bois appelé picrète, un matériau qui non seulement flottait, mais était aussi plus résistant au choc que la glace pure et fondait beaucoup plus lentement. Le picrète pouvait en théorie résister aux attaques de torpilles, aux tirs de canon et aux tirs ennemis, et pouvait également être facilement réparé simplement en y versant plus d'eau. Le projet final prévoyait une plateforme de plus de 600 mètres de long et 90 mètres de large, avec un équipage de plus de 3000 hommes, des moteurs électriques pour les déplacements à basse vitesse et des hangars internes pour des dizaines d'aéronefs. Mais sa construction était complexe. Maintenir le picrète congelé en mer nécessitait un système de réfrigération interne continu. De plus, son poids total dépassait 2 millions de tonnes. En 1943, un prototype fut construit sur le lac Patricia, en Alberta, au Canada. Long de seulement 18 mètres, il permit néanmoins de démontrer l'efficacité et la viabilité du matériau à petite échelle. Cependant, des problèmes ont rapidement surgi. Le coût logistique était astronomique, la réfrigération continue était impossible à maintenir et les progrès des Alliés en matière de porte-avions conventionnels rendaient inutile le développement d'un colosse de glace.
Parallèlement, le Troisième Reich commençait déjà à perdre la bataille de l'Atlantique en raison des radars, des escortes aériennes et de l'augmentation de la production navale alliée. Le Habakkuk fut donc annulé en 1944. Le prototype canadien fut abandonné et, au fil du temps, disparut silencieusement. Le projet Habakkuk est resté secret pendant la guerre. Déclassifié des décennies plus tard, il est devenu une anecdote fascinante illustrant l'ingéniosité et le désespoir des Alliés. Bien que conçue par les Britanniques, elle représente une forme indirecte de réponse aux capacités techniques et destructrices de l'ennemi nazi, notamment à la puissance de ses sous-marins, qui dominèrent les océans avec une efficacité mortelle durant les premières années du conflit. Aujourd'hui, le porte-avions Habakkuk reste dans les mémoires comme l'une des idées les plus improbables de toute la guerre, un mélange de science, de glace et d'une foi aveugle en l'impossible. Un porte-avions gelé, imaginé en plein cœur d'une guerre dévastatrice. Ballons incendiaires nazis, l'arme à air chaud qui a franchi les frontières. Dans les dernières années du Troisième Reich, alors que les bombes alliées s'abattaient sur Berlin et que le front de l'Est s'effondrait, certains secteurs du haut commandement nazi se sont intéressés à une stratégie qui semblait primitive mais qui recelait un potentiel subversif, les ballons incendiaires. S'inspirant en partie des technologies orientales anciennes et des expériences japonaises modernes, l'Allemagne a développé un système de ballons chargés d'explosifs et de substances incendiaires qui, transportés par les courants aériens, pouvaient atteindre le territoire ennemi sans avoir besoin de pilotes ni d'avions. Bien que le projet n'ait pas atteint l'ampleur du programme japonais Fugo, qui a lancé plus de 9000 ballons contre les États-Unis, les ballons incendiaires nazis ont bel et bien été déployés à titre expérimental en Europe. L'objectif était d'utiliser des ballons remplis d'hydrogène ou d'hélium pour transporter des charges incendiaires, des mines aériennes ou des dispositifs de propagande en profitant des courants d'air au-dessus de la Manche, ou même, selon certains documents, en essayant d'atteindre l'Écosse ou l'Afrique du Nord. Les ballons étaient fabriqués avec des matériaux légers tels que du papier ciré ou du celluloïd, et leur ascension était assurée par l'hydrogène, une solution dangereuse mais accessible compte tenu de la rareté de l'hélium. Le système de navigation était totalement passif et les ballons étaient simplement lâchés certains jours où les conditions de vent étaient favorables. Certains comportaient des mécanismes de temporisation rudimentaires qui libéraient les explosifs après un temps de vol estimé, tandis que d'autres transportaient simplement la charge fixe jusqu'à l'impact. Une variante plus sophistiquée comprenait de petites bombes incendiaires au phosphore blanc destinées à provoquer des incendies de forêt ou à endommager les installations agricoles. Bien que leur impact tactique ait été mineur, ils ont engendré de l'incertitude au sein des défenses ennemies, notamment en Angleterre, où l'apparition inattendue d'objets flottants et explosifs a provoqué des alertes constantes. L'un des épisodes les mieux documentés s'est produit en 1944 lorsque plusieurs ballons lancés depuis la Bretagne sont tombés dans des zones rurales du sud-ouest de l'Angleterre, provoquant de petits incendies dans les terres agricoles. Le gouvernement britannique, conscient de la dimension psychologique de l'attaque, a ordonné la censure de toute couverture médiatique afin d'éviter la panique. Au-delà des dégâts matériels, les ballons allemands avaient une fonction symbolique. Démontrer que, même à son stade terminal, le Troisième Reich pouvait encore exporter la destruction au-delà de ses frontières. Certains ballons transportaient des tracts de propagande, signés de phrases telles que « Die Luft gehört uns », ce qui signifie « l'air nous appartient », rappelant à l'ennemi que la supériorité aérienne n'était pas encore absolue. Après la fin de la guerre, les services de renseignement alliés ont trouvé des documents concernant ces expériences dans les archives de la Luftwaffe. Des débris de ballons non explosés ont également été découverts dans des champs français, néerlandais et écossais. Bien que sa portée opérationnelle fût limitée, l'idée a intéressé les stratèges de la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS ont étudié l'utilisation des ballons comme vecteurs d'espionnage, de communication et même d'armes bactériologiques. Le précédent allemand restait cependant une curiosité technique, une tentative archaïque de mener une guerre aérienne sans avion dans un contexte où la supériorité technologique des Alliés était déjà écrasante. Les ballons incendiaires nazis n'ont pas changé le cours du conflit, mais ils ont démontré la volonté allemande d'explorer tous les moyens, même les plus rudimentaires, pour porter la guerre jusqu'aux confins de la carte. Schwerer Gustav, le plus gros canon jamais construit.
Dans une guerre où l'ampleur des destructions semblait sans limite, l'Allemagne nazie a construit une arme si colossale qu'elle défie toute logique moderne. Le Schwerer Gustav, le plus gros canon jamais déployé au combat. Ses dimensions, son poids et sa puissance en ont fait une légende du génie militaire, une œuvre de titanisme industriel qui pourtant était aussi peu pratique que symbolique. Le Schwerer Gustav a été développé par la société Krupp à la demande directe d'Adolf Hitler à la fin des années 1930. Leur objectif était clair, détruire les fortifications de la ligne Maginot, le mur d'acier souterrain qui protégeait la frontière orientale de la France. Cela nécessitait une arme capable de percer des murs en béton de 7 mètres d'épaisseur ou des plaques d'acier d'1 mètre d'épaisseur. La solution ? Un canon ferroviaire capable de tirer des projectiles de 7 tonnes à plus de 40 km de distance. Le projet final était tout simplement monstrueux. Le Gustav pesait 1350 tonnes, mesurait 47 mètres de long et tirait des projectiles de calibre 800 mm, c'est-à-dire plus gros qu'un homme adulte, en utilisant une charge explosive qui atteignait une portée efficace de 30 km. Sa puissance était telle qu'à l'impact, les obus pouvaient pénétrer plus de 10 mètres de sol avant d'exploser. Mais toute cette force a un prix. L'assemblage du canon a nécessité des voies ferrées spéciales à double écartement, plus de 2000 hommes et plusieurs semaines de préparation. Le Gustav ne pouvait se déplacer que sur des rails rectilignes et sa portée de tir était limitée par les capacités de son système de virage ferroviaire. En résumé, il s'agissait d'une arme stationnaire, gigantesque et vulnérable. Sa seule participation active remonte à 1942, lors du siège de Sébastopol en Crimée. Là, il a tiré environ 48 projectiles lors d'un raid aérien qui a détruit des bunkers souterrains, des dépôts de munitions et une base navale. Le résultat fut dévastateur, mais au prix d'un coût logistique énorme. Après utilisation, le canon nécessitait un entretien constant, et l'usure du tube d'acier était telle qu'il ne pouvait tirer qu'une centaine de coups avant de devoir être remplacé. Un deuxième prototype, le Dora, fut construit et mobilisé en direction de Stalingrad, mais ne participa jamais à des combats. La mobilité, la rapidité et la capacité de guerre aérienne du Gustav en ont fait un dinosaure technologique, une bête du passé prise au piège d'une guerre du futur. Pour le protéger des bombardements, le Gustav était camouflé avec des bâches et des filets, mais sa taille le rendait vulnérable aux attaques aériennes. À la fin du conflit, les 2 canons furent détruits par les forces allemandes elles-mêmes afin d'empêcher leur capture. Les Alliés ont découvert l'épave du Gustav près d'Auerbach, en Saxe, en avril 1945. Ses composants ont été examinés par des experts soviétiques et américains, mais le concept a rapidement été abandonné à l'ère de la puissance aérienne et des bombes guidées. Et pourtant, le Schwerer Gustav a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire militaire. Non pas en raison de son efficacité, mais en raison de ce qu'elle représentait, la volonté de construire l'arme la plus colossale, indépendamment de son utilité réelle. C'était une déclaration de puissance, une menace visuelle plutôt que stratégique, un mélange d'ingénierie et de propagande.